Mon enfant, j'aurais aimé te préparer à la vie après moi. J'aurais aimé t'aider à couper le cordon. Mais au fond, le coupe-t-on vraiment? Ne restons-nous pas liés à vie? Et ça, au-delà de la mort. Un jour, je ne serai plus là, mon enfant. Tu naîtras de moi. Je te porterai durant le nombre de mois que Dieu jugera nécessaire. Pour que tu naisses fort et en bonne santé. Je détesterai ce que mon cœur deviendra. Après toi, mais je serai contre mon cœur, tous les jours, afin que tu ressentes qu'il bat au même rythme que le tien. Je serai là pour tes premiers pas, tes premiers mots. En fait, j'espère être là aussi longtemps que possible. Et comme tout bon parent, je voudrais m'en aller de cette terre avant toi. Car c'est ce qui est normal, partir avant nos enfants. Où est-ce que je partirais? Vers un inconnu, retourner à Dieu. C'est une transition entre deux mondes qu'on appelle la mort. Oui, mon amour, un jour, je ne serai plus là. Et il faudra que tu saches que tu es fort. Sache que le sang chaud qui coule dans tes veines est un mélange de ce que j'avais de mieux à offrir. Et que je continuerai d'alimenter ton cœur à travers ce sang qui ne se perd jamais. Oui, j'aurais aimé avoir le temps de te dire toutes ces choses. J'aurais aimé te préparer à la vie après moi. Mais n'oublie jamais, jamais que je vis en toi pour toujours. Bravo Antonella, franchement c'était trop beau. Ouais. C'est magnifique. Beaucoup franchement. trop émouvant, on va dire. Oui. En soi, ce dont tu parlais là, c'est une situation qui évoque beaucoup de sentiments. Donc tu es rentrée dans la chose, tu nous as plongé dedans. Les mots justes que certainement une mère partie voudrait adresser à son enfant pour qu'il continue d'être fort et Exactement. continuer de vivre malgré qu'elle soit plus présente. Je vois que tu as Oui. très bien compris mon petit texte. Et puis je pense qu'elle devrait se mettre au slam ou à la poésie, ça lui va bien. Dis-le encore. C'est pas faux, c'est pas faux. C'était magnifique, franchement. Voilà, c'était un petit texte que j'avais envie d'adresser à tout le monde et surtout aux orphelins, parce qu'aujourd'hui c'est le thème du jour, donc orphelins. Continuer à vivre sans maman, même sans papa. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui on aura donc deux invités qui vont nous rejoindre sur ce plateau, dont Awa Binoir et notre psychologue Nour Bakayoko, donc qui vont venir là maintenant tout de suite. Bonsoir. 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 Alors ça va, c'est bon, on est toutes bien installées? Super. Alors Awa, moi je te connais déjà, enfin on te connaît déjà hein, sur le plateau du club et même sur Oui. Live TV. Donc est-ce que tu peux juste te présenter pour nous? Oui, moi c'est Awa Ouattara D'accord. et je suis chargée de production à Live TV. Ben voilà, elle est chargée de prod à Live TV, donc au cas où, sinon on peut être viré très vite. Alors Binoir, je suppose que c'est toi. Oui, c'est ça. Super. Juste une petite présentation. D'accord, je suis Binoir. À l'état civil, c'est Raïké. Je suis C'est Raïké à l'état civil. Raïki. Voilà, Super Raïki, joli. c'est rare. Waouh, c'est rare. Ça vient d'où? Je suis gros. Moi j'aurais gardé ce nom-là. Oui, hein. je ne sais pas pourquoi on a de si c'est beaux assez prénoms, gros, Raïki, plus. hein. Ouais, c'est Je ça. note parce que je peux te donner ça à mes enfants. Raïki. Très joli bon, prénom en Raïki. tout cas. On vous laisse continuer. D'accord, donc je suis blogueuse et entrepreneur. Voilà. Super. Et vous entreprenez dans quoi? La cosmétique. C'est bien. Voilà. Binoir Femme et le resté. Voilà. Alors notre psychologue, Ouais. on peut avoir quand même le nom. Hein. Je suis Nour Bakayoko, je suis psychologue, psychothérapeute. On a déjà C'est une reçu habitude sur un le peu. plateau. Oui, on est ravis de le retrouver ici encore hein, pour C'est un cette nouvelle plaisir. saison. Oui. Je pense que vous aussi, c'est pareil, hein, c'est un plaisir partagé, je suppose. Ah oui, Vu que oui, vous c'est êtes là de toujours un retour plaisir. encore une fois, Oui, effectivement. c'est un plaisir. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, on va parler donc des orphelins. Je suppose que chacun de vous, donc Awa et Binoir, Oui. vous avez une histoire à nous raconter. Et on va y aller petit à petit. Donc moi, déjà, j'aimerais savoir lequel des parents vous avez perdu. Donc on va commencer avec Binoir, Ma mère. ta maman. Oui, maman. Et à quel âge? J'avais. Je venais juste d'avoir 26 ans parce que j'avais 25 quand elle est décédée. J'avais déjà, oui, je venais d'avoir 26 ans. C'est quand même jeune et c'est un coup. Oui, C'est un coup. un gros coup. Et Awa?
Moi aussi, moi aussi, ma mère. Et j'étais dans la vingtaine aussi, moi aussi. J'avais, bon, je sais pas, j'avais que 21 ou 22 ans. D'accord. Ouais, mais j'ai perdu maintenant en 2019, précisément. Donc Awa également aussi, elle était dans la vingtaine et elle a également perdu sa maman. Bien, mes condoléances, mesdames. Même Merci si ça beaucoup. date, Nos on a toujours condoléances besoin les plus sincères. de l'entendre. Alors, Binoir, est-ce que tu peux me parler un peu de ta maman? Quel genre de femme elle était? Maman, c'est une personne... c'était une maman. On va dire ça comme ça. Elle était toujours protectrice, on va dire. C'est quelqu'un qui donnait beaucoup, elle était toujours là pour ses enfants, c'est ce que je peux dire. Est-ce qu'elle était complice avec ses enfants? Ah oui, très. Ma mère, c'était ma copine. Hein. Ah oui. C'est vrai? Ah oui, ça, je le dis haut et fort, c'était ma copine, sérieux. Les 400 coups. Et ses enfants, parce que vous étiez combien? On est 6. J'ai un grand frère, Oui. ensuite j'ai 2 grandes sœurs, et il y a moi. Il y a un petit frère. Ah, voilà. donc elle n'est pas la dernière, mais... Est-ce que c'était aussi une femme de caractère? Maman, ah ouais, c'est-à-dire, quand elle doit être gentille, elle est gentille. Mais quand elle doit taper sur la table, ah non, là, faut Ça pas, tape fort. Ouais, c'était une maman, quoi. Moi, je Ah ouais. retiens en gros que c'était une maman. Voilà. Voilà, Mais c'est ça. on sent que Binoir est un peu comme ça. Je pense que c'est ce qui a motivé sur la question d'Antonella. Beaucoup de caractère et de douceur à la fois. On peut dire ça comme ça, oui, quand même. Alors, je vais me retourner quand même vers Awa. Oui. Je veux aussi savoir le côté de ta maman. C'était quel genre de femme? Comment tu la décrirais aujourd'hui? Je dirais que c'était une femme forte qui, comme Bino l'a dit, c'est une maman qui veillait beaucoup sur ses enfants, qui avait beaucoup de proximité avec ses enfants. C'est-à-dire elle n'hésitait pas à être douce quand il le faut et à être dure quand il fallait aussi, on va dire ça comme ça. Et c'est-à-dire elle aimait vraiment non seulement ses enfants et les enfants d'autrui. Donc D'accord. vraiment. Awa, c'était- je la sens quand même assez émue. Oui. Je sens qu'elle a la larme juste là. Donc, si on dit un truc de plus, c'est fini. On va perdre Awa. Mais c'est un peu plus récent, non, dans ton cas? Tu as dit 2021. Non, 2019. 2019. Donc, ça fait Et toi, 4 ans. Binoir? 2015. 2015. Ouais. Non, ça peut Alors- se comprendre qu'Awa soit encore... Ouais. Alors, notre Mais moi aussi. psychologue aujourd'hui, c'est Nour Bakayoko. Exactement. Moi, j'ai une question qui me travaille un peu l'esprit. Je D'accord. touche du bois, je n'ai pas encore perdu un membre de ma famille. Et j'aimerais savoir pourquoi c'est aussi dur d'en parler, pourquoi c'est aussi dur de faire un deuil. Souvent, c'est dur de faire un deuil parce que les liens qu'on a tissés et qu'on a renforcés avec ces personnes-là, ces liens-là persistent encore dans notre corps. C'est-à-dire que ces personnes-là peuvent partir des années ou même, je peux dire, des siècles, mais il y a des bouts de ces personnes-là encore qui nous chatouillent de l'intérieur. Et il y a d'autres personnes qui arrivent à faire facilement le deuil. Oui, il y a d'autres qui arrivent à faire facilement le deuil. Mais il faut dire que tout dépend de la relation qu'on avait en fait avec le parent qui est parti. Par exemple, on n'est pas forcément orphelin lorsqu'un parent part. Si. Ah, d'accord. Parce que le parent peut être là, mais on est orphelin. C'est-à-dire qu'il y a des parents, par exemple, inexistants. Donc, c'est-à-dire le contact est coupé. Quand je parle de contact, je parle de la chaleur, je parle de l'affection, C'est clair. je parle de la présence Du parent. même du parent en tant que tel. Donc, il y a des enfants qui sont vivants, mais qui sont Orphelins. orphelins. Et ça, c'est le pire, Ouais. ça. Oui, et Dans ça, le- ce sont les lésés pour compte. Exactement. Voilà pourquoi, dans le langage quotidien, on va redéfinir un peu de façon sociologique et même de façon psychologique la notion de mère, la notion de père. OK? Donner la vie ne fait pas automatiquement de toi une mère ou bien encore un père. Mais un géniteur. Voilà, mais un géniteur ou une génitrice. D'accord. Donc, du coup, ce sont les actions et la disposition mentale même que tu mets à construire cet enfant-là pour qu'il soit quelqu'un de bien, pour qu'il soit une personne accomplie. C'est ça qui fait de toi un père, c'est ça qui fait de toi une mère. Donc, je peux perdre mon oncle qui m'a montré toute cette disposition-là C'est ça. et, Et être se sentir orphelin. orphelin. D'accord. Vous comprenez? Bien Donc, sûr. quand on va prendre la définition rationnelle, on va dire que c'est quand tu perds ton père ou ta mère ou même les deux. C'est ça. Donc, il y a des personnes qui vont arriver difficilement à faire le deuil parce que c'était une forme de mix, eux et leurs parents. Il y a d'autres, par exemple, ce n'est pas un mix, c'est le parent et puis maintenant eux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui est forcément brisé. Mais quoi qu'il en soit,
on va dire cette personne-là est orpheline. Voilà, quand le parent va partir. Mais comment cette personne-là se sent intérieurement? Et c'est ça qui va faire la différence de celui qui supporte ou celui qui ne supporte pas. Moi, je connais le cas d'une personne, et je suis sûre qu'elle n'est pas la seule, qui arrive à être très proche de ses proches. Mais lorsqu'elle perd l'une de ces personnes, il y a un détachement que limite j'admire parce que ça lui permet de faire son deuil facilement. Et malgré tout, elle rentre dans le cas de ce que vous avez évoqué, celles qui sont quand même proches, qui ont vécu une symbiose, une proximité avec le proche disparu. Mais malgré tout, lorsqu'il y a décès, je le dis parce que ça s'est répété plus d'une fois et j'ai eu à côtoyer les rapports qu'elle entretenait avec ces personnes avant qu'elle décède, la personne arrive à faire son deuil sans problème. Est-ce qu'il y a une sorte de, je sais pas moi, d'ingrédients qu'elle ignore, donc qu'elle n'arrive pas à transmettre aux autres, mais que vous connaissez, qui pourrait aider tout un chacun lorsque, si on le veut, on perd quelqu'un, on pourrait utiliser cette méthode-là pour arriver à mieux faire son deuil, malgré le fait qu'on soit proche du défunt. OK. Déjà, à la base, dans toute attente, il y a une souffrance. Donc, quand on a des liens avec des personnes, on attend toujours que ces personnes-là nous redonnent déjà cet amour-là. Mais en fait, ceux qui font preuve de résilience, déjà comme elle l'a fait, c'est que quand ces personnes-là sont là, elle se dit plutôt de quoi ai-je besoin actuellement avec cette personne-là. Donc, sur le moment, je partage ce que la personne me donne comme présence, comme amour, comme attention. Et moi aussi, j'essaie de donner aussi cela à cette personne-là. Mais je me dis que même si cette personne-là n'est pas là, son attention, ce qu'elle m'a donné, les cadeaux qu'elle a eu à me faire, ça me suffit largement pour pouvoir surmonter les différents cas, au cas où la personne déjà n'est pas là. Et ça, ce sont des dispositions que chacun aura pour faire un peu une forme de résilience. Mais à côté de ça, tout va partir un peu de la construction de la personnalité de cette personne-là. L'environnement dans lequel cette personne-là a vécu, les personnes que cette personne-là a côtoyées et aussi le comportement de cette personne-là face à un manque. Il y a d'autres, quand il y a un manque, ils créent. Il y a d'autres, quand il y a un manque, ils se stabilisent. Il y a d'autres, quand il y a un manque, ils sombrent. OK. Voilà. Donc, notre approche face au manque détermine en fait comment on sera résilient quand une personne déjà ne sera pas là. Il y a d'autres qui vont dire, mais attends, tu as perdu telle personne et puis bon. Comment tu fais? Ça te dit rien, donc tu ne l'aimais pas. Non, ça n'a rien à voir. Parce que vous savez, exprimer sa souffrance n'est pas forcément dans la tristesse. On peut exprimer sa souffrance dans l'intention de pouvoir rendre hommage à cette personne-là. C'est-à-dire, cette personne-là est partie, mais je fais comment pour que cette personne-là continue à exister sans forcément handicaper en fait ma manière de fonctionner. Parce que quoi qu'il en soit, être orphelin, c'est un handicap social. Ça, ce serait l'approche idéale. On aimerait tous pouvoir y arriver. Moi, rien qu'à y penser, perdre un parent, je sais même qu'étant adolescente, je faisais des sortes de crises. Pour rien comme ça, je me réveillais dans la nuit. Si ma mère, il lui arrive quelque chose et je me mets à pleurer. Donc, je n'ose même pas imaginer votre cas. Et mes condoléances encore une fois, franchement, mesdames. Merci. Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, ma question serait de savoir qu'est-ce qui s'est passé, dans quelles circonstances est-ce que vous avez perdu vos mères respectives? D'accord, je prends la parole. D'accord. En 2017, disons fin 2017, ma mère fait une crise de AVC. Donc, on l'a hospitalisée près d'un mois. Donc, elle était à l'hôpital. Quand elle est rentrée, il fallait faire sa rééducation. À la maison, on la suivait. Donc, ça allait. Moi j'étais à l'université. Ma mère vivait à San Pedro avec mon père. Donc, moi, j'étais à l'université au nord du pays, c'est-à-dire à Korogo. Mais je venais pendant les vacances, les universités, et je restais avec elle pendant un mois ou un mois et demi, où je m'occupais d'elle. Fallait qu'il y ait quelqu'un en fait qui s'occupe d'elle. C'était assez difficile parce que ma mère a eu que 2 filles. Donc ma soeur étant mariée chez son mari à Abidjan ici, moi je venais pendant les vacances et il fallait une présence féminine. Parce que souvent quand on faisait venir peut-être une nounou, elle ne durait pas. Parce que c'est très difficile de prendre soin d'une personne qui a un handicap, enfin, on va dire on n'a pas d'attache voilà, personne. C'est assez compliqué, donc il fallait vraiment un membre de la famille.
Donc moi, je venais, souvent je faisais 2 mois, on commençait les cours, j'étais là. Mais je ne voulais pas partir parce que elle voulait, enfin, pas qu'elle ne voulait pas que je parte, mais je ne me sentais pas prête à partir et la laisser seule comme ça avec mon petit frère et tout. Mais à un moment donné, il fallait que je parte parce que je disais, bon, écoute, il faut que je parte, il faut que j'aille à l'école parce que je veux terminer les études, il faut trouver quelque chose pour pouvoir venir m'occuper de toi et tout ça. Donc, voilà, on était dans cette gymnastique-là jusqu'en 2018, 2019. Ça allait. Elle arrivait à marcher pour sortir seule de la chambre. Elle mangeait seule. Elle était vraiment elle avait commencé à reprendre ses couleurs. Justement. Et les dernières vacances que j'ai passées, c'était dans le mois de septembre. Et je rentre à l'université. Toujours en 2018 Non, 2019. 2019 non, septembre 2018. Jusqu'à septembre 2019. Je rentre à Abidjan. J'avais fini ma licence, donc je rentre à Abidjan. Tac, j'arrive à avoir un stage, j'étais contente. Je dis, bon, au moins j'ai un stage rémunéré. Je pourrais peut-être subvenir aux besoins parce que c'était un peu chaud. Il fallait payer des médicaments qui coûtaient excessivement cher et tout. Donc vraiment, je voulais être à ses soins. Vraiment, voilà, on va dire ça comme ça. Donc j'ai mon stage et tout. Et puis j'ai commencé en avril. Mon stage en avril. Et en juillet, où je m'y attendais le moins, le 20 juillet 2019, j'étais à la maison et c'est mon beau-frère qui m'annonce que, bon voilà, elle était décédée depuis 16 h, on va dire. Donc il m'annonce ça à 20 h. Oh. Donc j'ai dit, bon, là, tout de suite, comment j'ai réagi, moi je ne sais plus, hein, mais bon, je sais que j'étais vraiment dévastée. Et ce jour-là, je me rappelle, ma sœur était allée la voir parce qu'elle voulait voir ma sœur depuis. Elle voulait la voir et ma sœur est partie. Le même jour où ma sœur est arrivée à San Pedro, elle n'est même pas arrivée à la maison. C'est-à-dire, elle arrive à San Pedro, il était 15 h 40. Elle n'était même pas encore arrivée à la maison, mais ma mère était déjà décédée. Wow. C'est-à-dire, elle voulait la voir des mois avant. Donc, c'est à cause de l'école, elle a dû retarder son voyage. Donc, quand elle arrive, elle arrive à la maison, elle voit qu'il y a tout le monde qui est là, il y a papa qui est là. Elle demande qu'est-ce qui se passe. Elle dit, que la vieille est décédée. Comment est-ce qu'elle faisait la sieste? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Mon papa m'a dit que c'était une mort naturelle. Parce qu'avant que lui, il est rentré à la maison, elle a appelé, elle lui a dit qu'elle voulait boire de l'eau. Je pense que ce jour-là, mon petit frère n'était pas là, il n'y avait personne à la maison, je pense bien. Donc quand il est arrivé, elle lui a dit que je veux boire de l'eau. Donc, il lui a donné de l'eau, elle a bu et elle s'est couchée. Lui, il est allé à la mosquée faire sa prière de 16 h. Et il a eu... D'habitude, quand il finit de faire sa prière, il va rester causer un peu avec ses amis. Mais il a eu à cœur de rentrer à la maison assez rapidement. Donc, voilà. Donc, quand il rentre à la maison, il arrive, elle était couchée sur le lit. Quand il partait, elle était couchée, elle faisait face à la porte. Et quand il est arrivé, il a vu qu'elle lui avait donné de l'eau à la porte. Donc, il arrive, il appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et il essaye de la taper, de la toucher et tout. Donc, il a vu qu'elle ne réagissait pas. Puis bon, il a appelé les voisins et tout. Je pense qu'il y avait un monsieur qui était juste à côté qui a constaté que bon, elle n'était plus là. Donc, voilà, c'est comme ça qu'elle est décédée. Ça a dû être terrible pour toi, mais encore plus, j'imagine, pour ta sœur qui venait d'arriver pour la voir et là, elle n'est plus là. Elle n'a pas pu la voir. Et on a une photo de ta maman qui passe oui. actuellement à la Oui, c'est une photo de la maman de Hawa. Oui. C'est la seule photo que j'ai pu garder parce que les autres photos, c'était dans un album et on était dans une maison où il y avait beaucoup d'humidité, donc ça a tout pris un coup. C'est la photo que j'ai pu garder. Encore Yako. On va quand même te laisser souffler, hein, Hawa, parce que je suppose que c'est toujours dur, hein, comme on en a parlé en plus tout à l'heure avec le psychologue. On va se retourner vers Binoir, qui elle appréhende, je suppose, de prendre la parole. D'accord, en fait, moi, je venais juste d'accoucher ma première fille. Je crois qu'elle avait quelques jours et maman, parce qu'elle travaillait à l'INPH Bediam-Sokro, elle était prof d'anglais là-bas. Okay. Et donc, il lui fallait une permission pour venir sur Abidjan parce que moi, je venais d'accoucher.
Et donc, quelques jours après, elle arrive, elle lave le bébé une semaine, tout se passe bien. En tout cas, je me suis bien reposée, c'était vraiment top. Et après, il faut qu'elle aille faire ses cours. Donc, elle dit, ah, demain je pars, hein, demain je vais retourner sur Yamoussoukro et tout. On dit, d'accord, mon bébé a pleuré toute la nuit elle a pleuré, la petite. Bon, maman dit, bon, toi, tu ne veux pas me laisser partir. Bon, ce que je vais faire, je vais rester aujourd'hui, mais demain matin, tôt, toi, quand tu seras en train de dormir, je vais fuir, je m'en vais. Donc, le matin de bonne heure, ma maman et ma petite sœur, parce que ma petite sœur travaillait, donc elles sont sorties ensemble. Ma petite sœur m'appelle à midi. Ah, on n'a pas encore eu de taxi. Je dis, mais comment vous n'avez pas encore eu de taxi? Elle dit, ah, je ne sais pas. Vraiment, au moment où je lui dis de rester, mais elle veut forcément partir. Je dis, bon, d'accord, donc, si elle veut partir, elle dit qu'elle a ses cours. Allez-y. Elle arrive à Yamoussoukro, elle part en classe, et pendant le cours, elle s'effondre. Oh. Non, mais là, elle n'est pas encore décédée. Elle s'est évanouie. Et ses élèves, en fait, l'emmènent à l'infirmerie de l'école. Ils voient que ça ne va pas trop. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent et puis ils l'envoient à la maison. Voilà, ils se disent qu'elle va aller à l'hôpital et tout. Donc nous, le soir, on l'appelle. Allô maman, comment ça va? Tu vas bien? Elle me dit oui, ça va. Je vois que ça va un peu bizarre, mais non, ça va, ça va. Je dis ok, d'accord. Après, il y a une de mes amies qui m'appelle, ah, ta maman est tombée à l'école aujourd'hui. Mais je dis, c'est là, pourquoi elle ne veut pas me dire qu'elle est tombée à l'école aujourd'hui? Donc je la rappelle, maman, tu es tombée à l'école aujourd'hui? Elle me dit, ah, que oui, mais bon, mais ça va, ça va. Donc, une semaine, on l'appelle, oui, ça va, ça va. Après, il y a une de mes cousines qui est à la maison, je l'ai appelée, je lui dis, maman, ça va ou ça va pas? Parce que je viens d'accoucher, je ne sais pas si c'est parce qu'elle ne veut pas me stresser, ça va ou ça va pas? Elle dit, maman est couchée, elle ne peut même pas se lever. Chaque matin, quand je vais la voir dans sa chambre, elle entend de crier qu'elle a le vertige, elle ne peut pas se lever, elle ne peut rien faire du tout. Donc, je prends mon bébé qui a juste... je crois que le bébé venait d'avoir 3 semaines. Je prends la route, je pars à Yamoussoukro. Je vais la trouver là-bas, mais elle est dans un sale état, c'est pas possible. Donc on fait tout pour trouver une voiture pour venir sur Abidjan. Parce qu'il y avait nos grands frères, nos cousins et tout, qui pouvaient nous accompagner dans les soins d'hôpitaux et tout. Donc on est allé à l'hôpital. Elle a passé des mois à l'hôpital, on a opéré de la tête et tout. Hein. Mais elle avait quoi exactement? Ah, les médecins, au début, on dit non, c'est le palu. Après, on dit non, c'est Pierre. Après, on dit non, c'est Paul. Vers la fin, on dit c'est le cancer. Donc, nous-mêmes, on ne sait vraiment pas. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont opéré de la tête. On dit qu'elle a un cancer à la tête et tout. Donc, il faut l'opérer. Est-ce que lorsqu'ils ont opéré, ils ont vraiment trouvé... Mais du cancer, rien du palu, tout. enfin, du palu. Est-ce que ça a c'est amélioré même cancéreuse, sa situation sur le coup? Franchement, les maux de tête, bon, on lui donnait des médicaments aussi, beaucoup de médicaments. fort. Donc après, oui, donc après, ils lui ont même rasé la tête pour pouvoir l'opérer hein, et tout. Donc après, ça allait un peu quand même, hein, ça allait un peu. Et puis, elle est restée là un peu longtemps. Elle marchait pas normalement. En tout cas, ça allait un peu, pas vraiment beaucoup. Un peu, pas vraiment beaucoup. Et après, plusieurs mois après, je crois, elle a fait 6 mois de maladie. Mais je pense que pendant 4 mois, elle se sentait un peu bien, pas bien, un peu bien, pas bien. Et après le 5e mois, tout était parfait. C'est-à-dire, du coup, on va à l'église le dimanche, on revient. Maman s'est lavée seule, alors qu'on a l'habitude. Elle s'est lavée seule, elle a fait son déjeuner. On dit, mais... Elle dit, non, mais ça va très bien. Hein. En tout cas, ça va super bien, je vais bien. Et dans le même mois, je crois qu'avant qu'on arrive au 6e mois, dans le même mois, elle nous disait, ah mais vous savez, parfois quand quelqu'un se lève là, après il peut partir. Je dis ça, on ne sait jamais, hein, mais bon, je vous dis ça comme ça. On n'a pas prêté attention. C'est quand elle est partie qu'on a... Donc le dernier mois, elle est revenue à la maison parce qu'elle était dans un coin de sœur où elle aimait beaucoup prier. Donc elle était restée là-bas tout le temps des mois. Et le dernier mois, elle voulait rentrer à la maison. Donc elle rentre à la maison, elle n'est pas bien du tout. Pas bien, elle n'arrive même plus à se lever. Elle ne mange plus, elle ne fait plus rien en fait. Et donc, nous, chaque jour, on essayait de prier avec elle. On prenait soin d'elle. Maman, ça va aller. Maman, ça va aller. Maman, tu vas te relever. Maman, ça va aller et tout. Et puis, un matin, c'était le 27 juillet 2015, elle se réveille le matin. Elle se dit qu'elle va mieux ce matin, qu'elle a envie de manger. Toi qui ne manges pas depuis des jours. Donc, moi, je ne connais pas toutes ces choses. Donc, le matin, je lui ai fait son déjeuner. Je lui ai dit, ah, mais si tu manges aujourd'hui, c'est que tu vas prendre des forces, ça va aller. Elle m'a dit, oui, ça va, qu'elle se sent bien. En tout cas, que ça va. À midi, sa nourriture préférée, elle aimait bien manger le kabato. Donc, elle disait qu'on lui fasse ça. Donc, je suis allée au marché, je lui ai fait ça. Elle a bien mangé. Elle dit, ah, quand on était petit, on buvait le Oketi top là. Pardon, il faut m'acheter ça, je bois. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, le soir, il y a mon oncle qui venait à la maison. Il dit, ah, dis à tonton Patrice, quand il arrive, Malaga, c'était sa glace préférée. Il faut qu'il m'apporte ça le soir. On dit, ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, aujourd'hui, là, ça va bien. Et puis, elle a fini de manger tout ça. Et elle était assise. Et puis, elle dit qu'elle a envie de manger du poulet. Donc, elle m'a envoyé pour aller acheter le poulet. Il était presque 22 h. J'ai dit, la nuit, là, toi, tout ce que tu as mangé la nuit, là, elle dit, aujourd'hui, là, je vais bien, je vais manger ça. J'ai dit, bon, d'accord. Donc, je prends ma route.
je vais acheter la nourriture. Ma petite soeur est à la maison avec elle. Je n'arrive même pas chez la dame. Ma petite soeur m'appelle. Allô, maman ne respire plus. Je dis, elle respire plus comment? La personne qui a mangé toute la journée ne respire plus. Donc, je ne sais plus où se retrouve la casserole avec laquelle je suis partie. Je ne sais plus. Je prends mes jambes à mon cou. Oui, je prends mes jambes à mon cou. J'arrive à la maison. Maman, pas de réponse. Je tape, je secoue sa tête, je me dis que comme on l'a opéré de la tête, si je secoue un peu, peut-être ça va faire un peu mal. Ça va la réveiller. Non, après, quand tu es sur le coup, ouais. Franchement, Oui. je tape ses pieds, je réchauffe ses pieds, je la tape, je la remue, rien du tout. Donc, je commence à crier. Ma petite soeur me dit, mais ma petite soeur, elle est super calme. Ok. Non, elle est. Tu vas la voir, comme le monsieur dit, tu vas la voir comme si elle n'a pas mal. Mais après, quand elle n'est pas devant les gens, mais elle va pleurer pendant des heures en fait. Mais devant les gens, Comme si de rien n'était. Chaque Voilà. personne est différente, donc elle Voilà. a une manière différente d'exprimer c'est ce ça. qu'elle ressentait au fait. C'est ce que le psychologue disait tout à l'heure. en C'est plus. ça. Oui. Après, moi, j'ai une question pour notre psychologue. Pourquoi est-ce que dans nos sociétés aujourd'hui, la mort, c'est quelque chose de tabou? J'aurais aimé quand même qu'elle termine. D'accord. Donc en fait, on appelle tout le monde, les oncles, etc. et tout, qui viennent à la maison. Pardon, mon oncle qui vient à la maison avec mon grand frère pour dire qu'au moment ne respire. Ma petite soeur qui les a appelés d'ailleurs. Donc ils sont arrivés, disant que ça va aller, c'est juste que c'est un peu évanoui et tout. Donc ils sont allés avec elle à l'hôpital. Et quand ils sont revenus, ils reviennent avec toute la famille. Moi, on a compris qu'elle était partie, qu'elle n'était plus. C'est-à-dire, à ce moment-là, j'ai pas pu pleurer. C'est qu'ils m'ont dit, Fatou est décédée. J'ai souri. Peut-être que quelqu'un va penser que c'est bête, mais il y a des fois où tu as tellement, tu peux pas pleurer en fait. Tu ne peux pas te compter, tu peux rien faire. C'est tellement fort que tu contrôles même J'ai plus. souri. Exactement ça. J'ai souri, on me demandait mais ça va? J'ai dit oui, ça va. J'ai pas pleuré tout le long des funérailles. Mais le jour où on l'a enterré, ils m'ont retrouvé près de l'entrée de la tombe. Wow. C'est-à-dire, tu veux même pas la laisser partir. Jusqu'aujourd'hui, je suis bien là au plateau, je parle comme si de rien n'était. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des fois, je me réveille le matin, je pleure comme un bébé. La question de Niki était quand même Oui. pertinente. Mais avant la question, même, on a les photos de sa maman qui passe là à l'antenne depuis. Voilà. Elle est très belle. La ressemblance aussi était là. Donc, on revient à notre psychologue. Donc, je disais que pourquoi est-ce que la mort est un sujet tabou, surtout pour nous les Africains? Déjà, la mort ici est un sujet tabou parce qu'on considère tous la mort comme une fatalité ici. Ça veut dire que quand on perd une personne, c'est comme c'est une part de nous, voilà, qui part. Donc, du coup, on se dit que, mais si cette personne-là part, en fait, qu'est-ce qu'on devient? Il faut reconnaître qu'en Afrique, on a une vie assez communautaire. Oui. Parce que, on va dire en Europe, etc., les gens sont un peu... Chacun pour soi, Dieu chacun pour tous. soi. Et même vous voyez que là-bas, il y a des maisons de retraite. Oui. Alors qu'ici, il n'y en a pas. Parce qu'on est beaucoup attachés. Parce que derrière, on a cette petite forme de spiritualité africaine. C'est-à-dire que le parent, en griffe, c'est un peu le socle, c'est le pilier. Donc, cette personne-là, quand elle est là, ça nous donne plus de motivation pour pouvoir vraiment agir dans la vie, pour pouvoir faire des choses. Parce qu'en fait, l'état de ton parent, en réalité, est ton meilleur coach de vie. C'est l'état de ton parent qui est ton coach. C'est-à-dire quand tu regardes comment ton parent est, quand tu regardes peut-être les conditions dans lesquelles ton parent y vit, tu as plus de motivation pour pouvoir travailler, pour pouvoir améliorer leur situation. Pas parce qu'ils vont te le demander, non, il faut améliorer ma situation. D'ailleurs, même souvent, quand tu le fais, on dit, mais est-ce que toi-même, ça te suffit d'abord? Ouais. Alors que inconsciemment, C'est même un devoir. Voilà, c'est... Ils l'ont fait par Ils le l'ont fait. passé. Oui, oui. À un certain Exactement. moment, on se dit que c'est à nous maintenant. Parce de leur que les gens rendre demandent, cet ils disent amour. non, que non, il faut être reconnaissant. Mais non, C'est il pas n'y de a la pas à reconnaissance. être reconnaissant. Il suffit d'être toi. Si, si. Parce qu'on dit reconnaissance, c'est comme une question de bon, D'obligation. comme ils ont fait, donc je fais. Non, ce n'est pas une question de comme ils ont fait, non. C'est une question de ce sont mes parents, C'est je naturel. prends soin d'eux. Voilà. Voilà pourquoi on se dit que s'ils ne sont pas là, c'est le ciel qui s'effondre. Qui s'effondre. Donc, ça veut dire que cette proximité avec nos proches et aussi cet attachement qu'on a avec les autres fait qu'on considère l'amour en fait, comme un ennemi. On ne doit même pas parler de ça parce ça. qu'en fait, on n'arrive pas à envisager. Et c'est voilà pourquoi, quand ça arrive, on prend un coup. Parce qu'on n'arrive même pas à envisager que
que cette personne-là parte. C'est clair. Voilà, comme je l'ai dit, derrière toute attente de non-départ, dans le contexte ici, il y a forcément une souffrance. C'est-à-dire qu'il faut se dire déjà que, de toute façon, c'est le destin sûr de tout le monde. Oui, C'est ce qui fait peur Voilà, c'est Bah, le écoutez, destin sûr de tout le monde. Assez d'émotions sur le plateau, Esther particulièrement. On te sent assez émue, je ne sais pas pourquoi. Oui. On en C'est- reviendra tout à l'heure, tu vas nous expliquer. On va y aller pour une petite pause publicitaire. On va se rafraîchir et revenir juste après. Bisous. Un peu de peps sur ce plateau, c'est pas plus mal hein, avec cette musique. Mais bon. Nous sommes toujours avec nos 3 invités hein, du jour, donc Binoir, Awa et aussi notre psychologue Nour Bakayoko. Esther nous disait qu'elle était un peu émue. Enfin, je lui avais demandé. Enfin, moi, je le voyais en tout cas hein, depuis tout à l'heure. Je la sens un peu touchée quelque part. Et Non, moi, C'est dû à quoi j'ai une très grande sensibilité déjà. Et mon rapport avec la mort est étroit, même si j'essaie d'observer une certaine distance. C'est quelque chose que je vis mal. Allons du cas le moindre en parlant de la perte d'un voisin, d'une connaissance donc. Ça ne peut me laisser indifférente. On se rapproche, on parle de l'ami, c'est encore pire. Et là, on parle des parents. Des parents. Et en entendant en fait les témoignages des filles, tu as toujours tendance, 2 secondes. J'ai eu des moments d'absence, c'est peut-être à ces états-là que Oui. vous avez pu percevoir mon émotion. c'est ça. Donc, j'écoute ça, tu penses, tu as peur parce que c'est l'inévitable si la vie suit son cours normal, parce que je peux partir avant mes parents. Tu penses et tu te dis, ah, Moi, je préfère ne pas y penser. ouais, même. c'est- Oui, Parce que y penser, ça me traumatise. Je ne veux pas y penser, franchement. Ah ouais, tu veux dire quelque oui, chose en fait, tout comme Esther, moi aussi, je ne pouvais pas imaginer, c'est-à-dire, je ne voulais même pas penser au fait que j'allais perdre un parent. Je me disais, même si ça allait arriver, peut-être ils allaient être vraiment vieux, vieillis jusqu'à... Même là, même on pleure Voilà. quand même, à plus forte raison Donc, avant. quand c'est arrivé comme ça, la seule chose qui m'a réconfortée, qui a fait que je vais dire, on ne finit jamais de pleurer la mort d'un proche, mais je veux dire, la seule chose peut-être qui m'a un peu réconfortée, c'est quand on m'a expliqué les conditions dans lesquelles ma mère est partie. C'est-à-dire, mon papa m'a dit, bon, ta maman, elle n'a pas souffert. Elle est partie tranquillement. C'est-à-dire, on va dire qu'elle dormait même. Elle m'a demandé de l'eau, elle a bu de l'eau. Je pense que c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait se rafraîchir, elle a bu de l'eau. Elle s'est couchée et elle est partie. Donc, à chaque fois que mon papa me répétait ça et tout, ça m'a réconfortée juste un tout petit peu. Et puis, au fil du temps, quand tu as la foi, je te dis que bon, après, c'est la vie, on est obligé de faire avec, c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est ce qui m'a un peu soulagée. C'était la première fois que tu perdais quelqu'un de ta famille, même si c'est pas un proche. Oui, mais c'était la première fois. Même pas un cousin. Non, c'était C'est la pour ça que tu as eu un coup. Oui, c'était quand même Ça a assez été bien. Et un puis, gros c'était choc. dans un mois. Après, quand c'est arrivé, et puis ce qui m'a réconfortée aussi, bon, après, j'avais plus peur de la mort. Parce que quand c'est arrivé, quand ma mère est décédée, même Il y a pas un mois d'autres après, décès. oui, j'ai un ami avec qui j'ai fait l'université, enfin la même ville, qui est mort, mais dans des conditions assez tragiques. Mais bon, je veux dire, j'ai réussi, on va dire, à Prendre sur surmonter voilà, le décès de ma mère. Donc, pour lui, ça m'a quand même fait mal. Mais bon, je me disais, bon, de toute façon, même si quelqu'un meurt demain, ça va pas me faire mal. fini. Donc, c'était comme ça que j'arrivais à envers moi-même. C'était un peu... Ça, c'est normal. Hein. Ça, c'est normal. C'est-à-dire, moi, j'ai déjà perdu des personnes, peut-être des amis ou des tontons, etc. Ah, on va aux funérailles de papa, maman, on va aux funérailles de ton. Oh, vraiment, c'est triste. Tu te dis vraiment que tu as mal, en fait. Mais tu n'auras jamais mal pour la mort de personne, ton père, ta mère. Tu auras tout... C'est-à-dire, tant que tu n'as pas perdu ce tête-là, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que perdre quelqu'un, franchement. Tu seras seul à vivre ça. Tout le monde va te dire Yako. Tout le monde va penser Oui. qu'ils sont en train de compatir avec toi. Mais c'est pas, je veux dire, Ça te réconforte pas quelque part. non, tu sais qu'ils compatissent, tu sais qu'ils ont, mais ils peuvent pas ressentir la même Ce que chose, tu c'est pas ressens, possible. Non, Exactement. c'est Je évident. disais ça on va dire au papa de ma fille, vu que je suis pas encore maman, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Je lui disais, il me disait tout le temps, tu pleures tous les jours.
faut te calmer, maman est là-haut, il essayait de me réconforter. Je lui dis, en fait, je comprends, mais tu ne pourras pas comprendre pourquoi est-ce que je pleure tout le temps. Il me dit non, il comprend. Je dis non, tu ne comprends pas. Il dit non, il insistait. Malheureusement pour lui, je crois en 2000, je crois c'est 17 ou 18, je ne sais plus, il a perdu son papa qui était son plus grand modèle. Et puis moi j'ai oublié ce que je lui ai dit, hein. Et puis il vient et me dit, tu te rappelles que tu m'avais dit que je ne comprenais pas, puis j'insistais. Aujourd'hui j'ai compris. Je dis, c'est les liens, c'est la nature, on peut rien. Ces moments-là arrivent. Regardez par exemple les professionnels de la santé. Si vous prenez les médecins, même nos psychologues, très souvent ils vont nous dire, mais attends, vous êtes un peu insensible face à cette situation. C'est parce qu'on a vu pire. C'est parce qu'on a vu pire. Et même les médecins, tu dis non, j'ai mal, ça te fait mal. Il dit, oh, c'est rien, prendre des trucs, ça va passer. Ouais. Il a vu pire. Il a vu pire. Donc c'est pareil. C'est-à-dire que le coup dur que vous avez reçu là, ça vous permet d'être résiliente. C'est-à-dire de prendre de la hauteur. Ça veut dire, si a vraiment reçu cette douleur-là, je me rends compte que ça peut arriver. Ouais. Donc du coup, quand ça arrive, on se dit, bon d'accord, ben, c'est la vie, on continue. C'est pour ça qu'Awa, d'abord, elle a perdu sa maman et après, elle a perdu son amie. Elle n'a pas forcément souffert en tant que telle. Parce que derrière, l'erreur qu'on fait, comme elle le disait, on paie un parent, on pleure, et puis on dit non, il faut te calmer, ça va aller. En fait, c'est une erreur que les gens font, mais qui a lieu de dire. C'est-à-dire quelqu'un qui perd une personne, ou bien un proche, un parent, quand la personne est en train de pleurer, laissez la personne en fait pleurer. Extérioriser. Voilà. Laisser la personne exprimer son deuil. Vraiment évacuer tout. Et après, la personne même va se reprendre. C'est quand peut-être que les pleurs vont s'accompagner d'autres comportements un peu trop suspects. On va se dire, ah là, il faut faire attention. Voilà. Et c'est dans ce moment que les personnes ont souvent besoin d'un suivi pour pouvoir mieux calibrer les choses en elles déjà. Parce que très souvent, par exemple, elle a encore des flashbacks qui vont lui revenir comme ça. Elle aussi sait. Je vais dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Voilà. Ce n'est pas parce que vous aurez des flashbacks que non, vous n'avez pas fait le deuil. Non. D'accord. Ce n'est pas parce qu'on a des flashbacks qu'on n'a pas fait le deuil. En tout cas, la perte d'un parent ou de toute personne qui représente pour nous une figure parentale, c'est un coup dur, donc ça se comprend. Voilà. Et en plus, le père, la mère, chacun ayant un rôle respectif. On dira les femmes sont plus proches de leur papa, les hommes de leur maman, mais malgré tout, même quand il y a le parent proche, ce que apporte l'autre parent reste toujours très important. Et là, par exemple, dans votre cas, vous êtes des femmes, vous avez perdu vos mamans. Ce sont celles-là qui nous apprennent, les premières à nous apprendre la féminité et tout ce qui a trait à cela. Donc, quand on est une femme, comme vous l'avez connue, et qu'on n'a plus de maman, lorsqu'on est face à des questions d'ordre féminin, comment est-ce qu'on aborde la chose? Qu'est-ce que, dans votre cas, vous avez eu à faire par la suite? Parce que, OK, vous étiez déjà adulte, mais par exemple, lorsque vous rencontrez un homme ou toute question qu'on a envie de dire à maman, comment est-ce que je dois faire ça là? Et puis elle va te dire, ma chérie, il faut bien prendre, il faut faire ci, il faut faire ça. Surtout Binoir, parce qu'elle avait dit qu'elle avait son bébé pendant 2 semaines. 3 semaines. C'est maman qui lave, elle fait la tête. Pendant 1 semaine, et c'est quand elle avait 3 semaines qu'on est parti à Yamoussoukro pour la chercher. Donc, moi, avec, on va dire, bon, j'avais déjà quelqu'un, je suis restée avec la personne jusqu'à aujourd'hui, donc bon, elle savait déjà et tout. Pour le cas du bébé où tu ne sais pas trop où mettre la tête, tu sais que maman n'est pas là, tu ne sais pas comment tu vas faire. Par contre, j'avais une tata qui venait m'aider, mais tu auras toujours besoin de ta maman. Oui, il y a des situations où tu as toujours besoin de... Je donne un exemple, par exemple, la première fois où j'ai eu quelque chose grâce à mon blog, quand je suis rentrée à la maison, la première personne que je cherchais, c'était maman. J'ai dit, on veut partager si elle était là, de notre travail, quoi. Je lui aurais donné ça. Ça y est, elle était là, je lui aurais donné ça. Et puis, j'ai regardé ce que j'avais dans ma main, j'ai pleuré, et puis je suis partie me coucher. C'est-à-dire, je ne trouvais plus ça utile en fait. Je me suis dit, bon, je vais partager avec qui, voilà. Moi, en ce qui me concerne, j'ai une très grande affinité avec ma sœur parce qu'il y a 10 ans d'écart entre elle et moi. Donc, c'est comme si c'était ma deuxième maman.
Donc, quand il y a... Et j'ai beaucoup vécu avec ma soeur que ma mère. Parce que j'ai vite quitté le cocon familial. J'étais chez mon oncle, où j'ai fait, à l'âge de 11 ans, où je suis partie là-bas, j'ai fait ma classe de la 5e jusqu'à ce que j'aie mon bac. Donc, c'était pendant les vacances que je venais en famille, je voyais ma mère et tout, on se parlait. Pendant les vacances aussi, je venais. Mais déjà, quand j'étais plus avec ma soeur, on va dire. J'étais beaucoup avec ma soeur. Ouais. Donc, quand c'est arrivé, ma grande soeur, voilà, c'est elle qui m'a recueillie. Voilà. T'encadrer. Oui, m'encadrer et tout. Même quand je devrais me marier, c'est elle qui me disait, voilà. C'est-à-dire, c'est par elle qu'il fallait passer et tout. Donc, il y avait pas mal de choses. Bon, c'était avec ma soeur. Donc, docteur, c'est à croire qu'en quelque sorte, on transfère le rôle sur quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est toujours le cas où il y a des personnes qui deviennent tout à coup autonomes? Il y a d'autres, par rapport à leur évolution au niveau éducationnel, qui deviennent facilement autonomes. Que ce soit au niveau des affaires, il y a ce qu'on appelle l'éducation entrepreneuriale. Il y a ce qu'on appelle aussi l'éducation dans un style, je vais dire, orthodoxe familial. Donc, comment gérer la famille, etc. Ça dépend de comment il y a eu cette éducation-là. Donc, c'est par rapport à ça que les gens seront autonomes à faire ci ou à faire ça. Mais quoi qu'il en soit, comme elle a dit, elle a une bonne affinité avec sa sœur qui lui transmet certaines choses. Okay? Mais ces choses-là, elle les intègre, elle les intellectualise, elle les personnalise pour pouvoir les modeler comment elle pourrait les prendre par rapport aux réalités du moment. Donc, ce sont des cas qui peuvent effectivement arriver dans le transfert des rôles. Parce que si on prend le transfert au sens brut du thème, on risque d'être déconnecté par rapport aux réalités du moment. Donc, c'est comme si on s'appuie sur ce qu'on nous a donné et puis on construit ce qu'on est en train de faire maintenant. Est-ce que ça aide comme ça d'en parler? Oui, ça aide d'en parler. Pourquoi? Parce que chaque fois, quand tu parles, c'est un poids que tu libères. C'est comme quelqu'un qui est en train de se promener avec une charge de 20 kilos sur sa tête. Et puis, bon, il est là, il est là, il est là. Et puis, on lui dit, mais dépose un peu. Oui. Ça te permet de te reposer. Bien sûr. Et parce que l'image, c'est quoi? Très souvent, c'est par rapport à la santé physique qu'on voit. C'est lourd. On dit, mais il faut déposer, c'est lourd. Toi-même, tu vois que c'est lourd. Mais quand c'est la charge mentale, on dit aux gens, non, tu peux gérer. Non, ce n'est pas une question de gérer. C'est vrai. Parce que c'est un poids aussi Bien que sûr. toi, tu ne vois pas. Il faut décharger. Voilà pourquoi quand tu dis à cette personne, non, c'est pas grave, Ça il va faut supporter, il aller. faut supporter. Ouais. Non, la vie de quelqu'un, ce n'est pas l'Africa Sport. Donc, arrivé à un moment donné, il faut voilà, décharger. C'est-à-dire qu'en parler. C'est-à-dire que quand tu en parles, tu libères. Quand tu en parles, tu libères. Ce n'est pas comme tu te débarrasses, mais sûr. c'est parce que tes ressources intérieures te disent que, pardon, il faut libérer un peu. Et à chaque fois que tu en parles, vous avez en parlé, vous avez vu que bon, c'est comme si, voilà, il y a une situation où ça vous relaxe un peu. Un peu comme une Est-ce thérapie. que vous avez Voilà. l'habitude d'en parler comme ça facilement? Là, on est entre nous sur le plateau télé et tout, mais en général, est-ce que vous avez l'habitude de parler aussi facilement? Quand on me pose des questions sur maman et tout, enfin, je réponds. Je dois répondre, je réponds. Tu me D'accord. poses une question sur maman, je réponds. Et même si, par exemple, vous êtes entre amis et qu'il y a un truc qui te rappelle ma maman, enfin ta maman, est-ce que tu dis « Ah, mais ça me rappelle maman, c'est que c'était comme ça ?» ça je le fais. D'accord. Ça, si. Ça, je le fais beaucoup. Et puis, il y a quelque chose qui me réconforte un peu, c'est que maman, elle avait beaucoup de vieilles affaires, parce que moi, j'aime bien les trucs vintage il y a longtemps. Vintage, ouais. Donc, j'emporte, ça c'est pour maman, j'emporte, j'ai tout de... En plus, on a vu ta maman, elle était Oui. Top de la gros mode. chapeau, belle boucle. Ta fille à quel âge? La plus grande, elle a 8 ans. Elle a 8 ans. C'est celle qui avait 3 semaines? Oui, elle a 8 ans aujourd'hui. Ah, le temps passe. Et à moi, Moi, quand on me demande, et ta maman, elle va bien, j'ai réponds, oui, elle va bien. ok. Je me limite à ça. Maintenant, quand la personne essaie de pousser, ouais, ça va, elle vit, oui. Je me rappelle une fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé, je lui ai demandé, ça va, il m'a dit, bon, je vais voir mes parents et tout. J'ai dit, ah, ça va, et tes parents vont bien. Il dit, oui, ma mère va bien, mon papa aussi, ça va. Bon, il est à l'hôpital, un peu malade et tout, mais ça va. Il dit, et il me demande, et toi et ta maman? J'ai dit, elle va bien. Il dit, ça va, tu es sûre qu'elle va bien? Elle est où en ce moment? J'ai dit, lol. Il me dit, mais tu me dis lol, pourquoi? J'ai dit, non, ma maman, elle n'est plus. Et puis il dit, oh, je suis désolée, vraiment, et tout. Non, je lui ai dit, t'inquiète, ça va. Mais est-ce que tu le prends mal quand on te demande Non, et ta du tout, maman? du tout. La personne ne sait pas. Oui, bien sûr. La personne ne sait- Et je suis pas le... Moi, quand j'ai perdu ma mère, en fait,
souvent, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour j'allais sur Facebook et puis faire un... Bon, je n'ai pas fait un post. J'ai repartagé un post d'une dame qui m'a vraiment touchée au plus profond de mon être parce qu'elle était en train de décrire... C'est comme si elle décrivait ma mère quand elle était encore vivante. Et c'était un post vraiment qui m'a vraiment touchée. Donc, c'est quand j'ai reposté le post de la dame que les gens ont su que j'avais perdu ma mère. Je n'ai pas mis de photo de profil en noir, rien du tout. À part mes amis qui savaient, qui ont dit à d'autres amis et tout, qui m'ont appelé, tout ça. Personne ne savait que j'avais perdu ma mère. Mais jusqu'à présent même, il y en a certains qui ne savent pas. Maintenant, avant que je ne te donne la parole, pardon, je vais revenir sur un point très important pour moi. Et ça me cœur, franchement, je veux le dire. Quand, surtout dans la famille, quand quelqu'un perd un être, que ce soit le mari qui perd sa femme ou les enfants qui perdent leur maman ou leur papa, ça dépend. Les gens qui viennent, que ce soit les parents, les oncles, les tantes, franchement, moi, dans mon cas, ils m'ont énervée, mais à un point où, si j'avais la possibilité de, excusez-moi, on est à l'antenne, de boxer quelqu'un, j'allais le faire. Ah bon? Parce qu'on arrive, vous venez, d'après vous venez saluer, vous venez apporter du réconfort à la famille, vous venez faire vos yako et tout. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas à l'instant T là qui va ressortir des sujets sur, bon, vraiment des trucs qui mettent mal à l'aise. Comme quoi, par exemple? En fait, c'est séance tenante. On va commencer à vous parler de cotisation, on va commencer à vous parler de dispatching, de tout ce qui est... D'organisation par rapport aux funérailles. Non, pas organisation. Encore même ça va. On va te parler de... Distribuer les affaires. On va distribuer les affaires. On va te parler de cotisation, de ceci et de cela. Après, ça bavade dans tous les sens et tout. Ayez un peu de retenue quand vous arrivez dans ce genre d'endroit et quand vous êtes face à ce genre de situation. Awa, ton intervention me fait penser à deux choses. Déjà, je voudrais demander au psychologue, le fait qu'Awa, lorsqu'on lui pose la question, semble le plus possible, en tout cas, éviter le sujet. Donc, en répondant, elle va bien. Il n'y a que les cas où la personne insiste qui vont la pousser à finir par avouer la chose. Et lorsqu'il y a eu le décès, pas de manifestation apparente de la chose, est-ce que c'est un cas de déni, ce qu'elle vit là, dans un certain sens? Alors, avant juste de répondre à la question d'Esther, on va juste partir à la pub et on revient. Et de retour sur le plateau du club, donc Esther tout à l'heure avait posé une petite question à notre psychologue et bien évidemment, on attend la réponse. D'accord. La question c'était... Est-ce que le cas Awa, si on peut l'appeler comme je ça, vois. est un cas de déni? Voilà, pas un cas de déni. Bon, là, il y a deux approches. Hein. Parce que pour confirmer que c'est un déni ou pas, nous, on fait une évaluation psychologique, en fait. Voilà, donc, comme ça, à chaud, ce sont des hypothèses. Donc, il peut avoir cas de déni, ou bien il peut aussi ne pas avoir cas de déni. Et j'explique. Et puis, peut-être que par rapport à ce qu'elle vit, elle-même pourra se le confirmer si c'est ça ou pas. Vous savez, il y a des personnes qui n'aiment pas être l'objet du trop de compassion. Oui. C'est-à-dire, non, Yako, ça va. Des gens qui n'aiment pas ça du tout. Voilà, qui préfèrent briller comme ça. Et puis, leurs difficultés, elles les partagent avec les plus proches. C'est ça. Vraiment les plus proches. Comme ça, elle se dit que, de toute façon, ce sont ces proches-là qui me comprennent, qui peuvent me soutenir positivement. Et tout part même à la base. Il y a un élément qu'elle a dit qu'il ne faut pas négliger, qui pourrait entraîner ça. Déjà, quand elle perd sa mère, tous ceux qui viennent, ils ne sont pas focus sur la situation qui se présente, mais c'est plutôt comment on va faire ci, comment on va faire ça, comment on va faire ci, comment on va faire ça. Donc elle se dit que, en fait, les gens ne comprendront pas comment elle supporte cette situation-là et comment cette situation-là est vraiment une forte charge mentale pour elle. Et puis chacun peut raconter n'importe quoi. Ça. Donc quand on demande « et ta mère ?», en fait, elle le dit au présent. Vous faites attention. Elle le dit au présent, elle est là. Va bien. Elle va bien. Tout tranquillement, parce qu'elle n'a pas souvent envie de partager cette vulnérabilité. Cette vulnérabilité
pour ne pas que ça soit peut-être objet de trop de discussions. On en parle, on en parle. C'est comme si on va redevenir dessus. C'est agaçant à force. Voilà, trop revenir dessus. Elle préfère garder ça. Quand la personne insiste, elle va donner l'information. Et la personne comprend qu'en fait, elle n'a pas envie d'insister. Voilà. Voilà, donc Pour celles qui comprennent. Voilà, libérer ça tout tranquillement. Maintenant, le cas de déni, c'est qu'on se dit que la personne est toujours là, la personne n'est pas partie. Ok. La personne n'est pas partie, donc on vit comme si la personne était là. Parce que le cas de déni est souvent tellement fort qu'on va se lever matin, on va peut-être faire même son numéro. Wow. Parce qu'on se dit que non, elle n'est pas partie. Ou bien si on est dans la maison, on va essayer de rentrer dans sa chambre pour voir est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle est là. Donc ça devient un peu handicapant. Voilà pourquoi je dis que quand on va parler de déni, ça serait un peu fort. Voilà. Après, vu le cas de Awa, moi j'aimerais savoir comment on est censé accompagner l'orphelin. C'est-à-dire celui qui vient de perdre son père ou sa mère, comme elle a dit, il y a des oncles, il y a des tantes qui viennent saluer, mais qui oppressent, qui limite agacent. Donc comment accompagner véritablement l'orphelin dans son deuil? D'accord. Moi, je vois ça sous divers angles. Il y a d'abord pour l'orphelin lui-même. Et puis maintenant, il y a pour l'entourage. Vous savez, quand on va perdre le parent, généralement en Afrique, les gens vont penser à comment gérer, comment partager, comment faire ci, comment organiser les funérailles, etc. Alors que les gens ont besoin d'attention, de compréhension et surtout de réconfort à l'instant T. Donc déjà, c'est de commencer à réconforter l'orphelin et non empêcher l'orphelin de pleurer. Et non empêcher l'orphelin de libérer ses émotions dures enfouies. Donc c'est de soutenir l'orphelin. On te comprend. Hein? On sait que maman est partie. Pleure. Après, quand tu vas te reprendre, on va voir ce qui va se passer. Non, il ne faut pas pleurer. Non, mais toi, tu es grande comme ça. Bon, si toi, tu pleures, ta petite soeur va faire comment? Ça, on a entendu ça beaucoup de fois. Ça, c'est vrai. Ça. Non, si toi, tu pleures, ta petite soeur va faire comment? Mais en réalité, là, j'ai besoin de pleurer. Parce que quand on ne pleure pas comme ça, on pleure de l'intérieur. Donc, du coup... ça va exploser à un moment donné. Justement. C'est-à-dire la personne est déjà orpheline d'un parent. Vous voulez que la personne soit encore orphelin de ses émotions. Wow. Ça, c'est fort, hein? Être orphelin de ses émotions, c'est un bien fort mot. Justement, il ne faut pas que la personne soit orphelin de ses émotions. Il faut que la personne accepte ces émotions-là. Parce que, paradoxalement, ce sont ces émotions-là qui vont permettre à la personne de pouvoir rebondir, de pouvoir supporter. Parce que si vous dites à la personne d'oublier, chassez le ridicule, il revient au galop. Et ça, je le dis toujours, le mental guérit quand il comprend et non quand il oublie. C'est un bon conseil, ça, pour tous ceux qui nous regardent en ce moment. Binoir et Awa, on tire bientôt vers la fin de cette émission. Donc, j'aimerais quand même savoir si ça vous fait du bien d'en parler sur le plateau. Est-ce que ça vous a un peu libéré quelque part? Oui. Oui, quand même, ça fait du bien, ça libère parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de parler. Moi, je vis avec ma petite sœur. Hein. Après, bon, les oncles et tantes, c'est une fois en passant, si vous allez bien. Puis bon, bref, donc, après, ça fait quand même du bien, voilà. Et toi, ouais? Oui, moi, ça va. J'en parle tout le temps avec ma soeur, mes amis. Je trouve que c'est bien parce que, aussi, quelque part, moi, je vous écoute. Partagez votre histoire comme ça. Sûrement, il y en a qui sont dans votre cas et peut-être elles ne réagissent pas de la même façon que vous ou ils ne réagissent pas de la même manière que vous. Vous êtes deux femmes fortes, je trouve. J'aimerais quand même savoir qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça et est-ce que vous avez un dernier mot à donner aux téléspectateurs ainsi que notre psychologue. Donc, on va commencer avec Awa. Oui, enfin, quand on perd un parent, je me dis, c'est vraiment pas la fin du monde. Il faut s'y attendre. C'est vrai que c'est dur, mais il faut s'y attendre, quoi. Et tu fais ton deuil comme tu peux. On ne peut pas t'empêcher de pleurer, on ne peut pas t'empêcher de ne pas pleurer. Mais bon, tu es obligé de faire avec. C'est déjà arrivé, donc voilà. C'est clair. C'est tout. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il ne faut pas empêcher quelqu'un de pleurer, quoi. Voilà, faut vraiment pas empêcher quelqu'un de pleurer et laisser les enfants pleurer comme ils doivent pleurer. Après, s'ils doivent se reprendre, ils vont se reprendre. Et moi, ce que j'aimerais dire à tous les orphelins, c'est que gardez toujours au fond de votre cœur la personne qui vous est chère. Appuyez-vous sur ça pour rebondir dans la vie. Ne faites pas de ça, je veux dire... faut pas que ça vous empêche, en fait, d'aller de l'avant. Voilà. Bien sûr. Oui, qu'il soit fort, c'est ça. Soyez fort.
Et un dernier mot donc, de la part de notre psychologue. D'accord, un dernier mot, moi j'aimerais déjà dire à tous les orphelins qu'ils mettent une seule chose dans leur tête. Personne n'est obligé de les aider dans ce monde-là. Il ne faudrait même pas qu'ils comptent sur quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils prennent ces énergies des parents qui sont partis pour pouvoir se battre dans la vie, pour faire un peu hashtag fermer bouche des gens. Parce que c'est en s'impliquant réellement, prenant sa vie en main et se dire que ces personnes-là ne m'ont pas éduqué pour rien. Ces personnes-là ne m'ont pas transmis des valeurs pour rien. Ces personnes ne se sont pas battues pour que là où je sois pour rien. Il faudrait que je puisse déjà faire honneur à leur mémoire en réussissant dans la vie, en étant ce que je suis réellement. Parce qu'en parlant comme ça, c'est intéressant parce que ça fait que vos problèmes d'aujourd'hui seront demain vos chics anecdotes. Oui. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Bah, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. En tout cas, bon courage. Il faut savoir juste remonter et aller de l'avant. Donc, pour le numéro du club, n'oubliez pas que c'est le 07 99 24 24 24. C'est bien ça? Donc voilà, et puis on se dit à demain pour un nouveau sujet, un nouveau thème. Bisous à vous. Je pense que cette émission, d'abord, ça a été une émission de sensibilisation, une émission d'espoir, une émission où les orphelins ont compris que non, ils ne sont pas seuls, qu'ils doivent se battre dans la vie pour pouvoir vraiment se réaliser. Et à côté de ça, si vous pensez que le deuil ou encore la perte d'un parent, c'est vraiment trop lourd à supporter, voilà, nous on est disponible pour vous accompagner pour une prise en charge psychologique en fait. Bah, c'était super bien, ça m'a fait du bien d'en parler. J'ai trouvé l'émission vraiment super et j'espère que ce qu'on a dit sur ce plateau pourra aider vraiment les orphelins. Voilà. En ce qui me concerne, franchement, c'était une émission d'espoir, comme l'a dit M. Bakayoko. Et force à tous les orphelins. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté du club qui est écrite juste en bas de l'écran. Merci.